Vous êtes bien sur TV5 Monde et il est l'heure de donner un coup de pouce pour la planète. Coup de pouce pour la planète, l'émission entièrement consacrée au développement durable. Comme chaque semaine, nous allons donner la parole à ceux qui militent, à ceux qui agissent pour la sauvegarde de la Terre. Coup de pouce pour la planète, 3e édition. Voici le sommaire. Tout le monde connaît l'expression « en sortant, merci d'éteindre la lumière ». Eh bien, le clan du néon en a fait son mot d'ordre. La nuit venue, ces gentils commandos traquent les pollutions lumineuses de nos villes. Des arbres en plastique pour téléphone portable, ben voyons. Depuis quand les industriels se servent de l'argument écolo pour nous faire admettre leur cochonnerie? La chlorophylle à la maison? Tu veux un bon conseil? Regarde notre séquence éco-geste. Enfin, cap sur le Mali, où des Touaregs ont réussi à faire pousser du blé en plein désert. 3e épisode de notre feuilleton. Coup de pouce pour la planète, c'est aussi une ou un invité. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Laurence Toubiana. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Docteur en sciences économiques, diplômé de Sciences Po Paris. De 1997 à 2002, vous avez été chargé de mission sur les questions de l'environnement mondial auprès de Lionel Jospin. C'était le Premier ministre français de l'époque. Depuis 2009, vous êtes la directrice des biens publics mondiaux auprès du ministère des Affaires étrangères, toujours en France. Et vous êtes la directrice de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales que vous avez fondé en 2001. Jusque-là, j'ai tout bon? Oui, ça va? Tout à fait. Alors, on va revenir sur votre parcours et votre engagement. Mais tout d'abord, on va s'arrêter sur l'image de la semaine. C'est celle de cette catastrophe écologique qui est en cours actuellement en Italie. Nous sommes dans le nord du pays. Un ou des individus très très bien renseignés ont ouvert les vannes d'une ancienne raffinerie dans la région de Monza. L'établissement a été transformé depuis en dépôt d'hydrocarbures. Résultat, 1 millier de mètres cubes de pétrole déversé dans les eaux, des dizaines d'oiseaux morts. Et le Po, le plus grand fleuve italien, est touché par une véritable marée noire. D'après les experts, la nappe de pétrole devrait atteindre la mer Adriatique dans moins d'une semaine. Laurence Toubiana, le président de la province de Monza où se déroulent ces événements, parle d'actes de terrorisme environnemental. Comment est-ce que vous jugez ce genre de sabotage ? Bien, en tout cas, il semble que c'est forcément quelqu'un du milieu, en tout cas de l'entreprise, qui devait connaître cette possibilité de générer cet accident. C'est préoccupant. C'est pas arrivé très souvent. Il y a eu quelques gestes en France l'année dernière. Parfois, mais en général, il s'est agi plutôt tout de même d'accidents que de volonté de nuire de façon délibérée. C'est inquiétant, le fait qu'on puisse décider de vraiment polluer de manière vraiment malveillante. Un bien commun qui est une rivière qui appartient à personne, enfin qui appartient à tous, parce que, bon, pour une raison peut-être qu'on comprendra dans quelques jours, c'est quand même terrible le fait de vraiment se venger sur l'environnement. Alors, tout de même, il faut enfin reconnaître que c'est des actes extrêmement isolés, que c'est pas ce qu'on voit le plus fréquemment, Dieu merci, et qu'il faut peut-être, je sais pas, faire comprendre à ceux qui font ces gestes qu'ils se punissent eux-mêmes, ils punissent le reste du monde. Enfin, parleriez-vous de véritables crimes, carrément ? C'en est un, sur la nature, enfin. Et puis, ça va à la fois avoir des conséquences écologiques graves sur la rivière, peut-être sur la mer. Bon, crime, oui, d'une certaine manière, c'est un crime. Après, sa gravité va dépendre un peu de ses conséquences. Ce qui est plutôt frappant, c'est le côté du geste, c'est-à-dire de vouloir polluer sans... Au fond, qui punit-il? Qui punit-on en faisant ce geste? D'une certaine manière, effectivement, c'est terroriste, c'est-à-dire on punit d'autres que ceux que l'on veut sûrement punir. Alors, il y a les actes de malveillance et puis il y a aussi les actes citoyens. Alors, je vous propose de découvrir le clan des néons. On va plutôt parler même du gang anti-néon, une bande de joyeux lurons qui a tout bonnement décidé d'éteindre la lumière à sa façon. C'est le coup de pouce de l'émission et il nous vient de nos confrères de France 2. On regarde. Ce soir, le clan du néon part à la chasse au gaspillage. Le terrain de jeu de ces écolos d'un nouveau genre, une zone commerciale dans la banlieue de Brest. Ne vous fiez pas à leur déguisement, ils prennent leur cause très au sérieux. C'est rigolo, c'est à la portée de tout le monde et c'est un geste simple en fait quoi, pour économiser de l'énergie. En moins d'une heure, ils vont éteindre plus d'une dizaine d'enseignes lumineuses. Pour eux, après minuit, la plupart des néons devraient être tout simplement éteints. C'est ce qu'ils expliquent dans les tracts qu'ils laissent en guise de revendication.
Donc derrière vous, on voit un magasin malgré votre action, des lampes allumées partout. Bien sûr. Ça vous dit quoi? Ça me dit que j'ai envie d'acheter du papier peint à 2 h du matin. Comme tous les Brestois qui sont ici. Qui sont tous sur le parking d'ailleurs. Pour ces Bretons, l'électricité, c'est un bien très précieux. Si le courant venait à manquer en France, Brest serait la première ville à subir des coupures. Simplement parce qu'elle est située tout au bout du réseau électrique. Alors à chacune de leurs descentes en ville, ils n'hésitent pas à faire une petite démonstration à tous ceux qu'ils croisent. Bien joué. La glace, c'est magique. Et c'est des gens comme vous qui éteignent l'électricité comme ça. Qui veut, prend un bâton, met un bout de cintre au bout et puis éteint le lumière. Vous éteignez. On éteint tout sauf les pharmacies, les hôtels et les trucs qui sont en service comme les bars, les kebabs, les ciné. Tout ce qui est important. Ce qui n'est pas important, vous éteignez. Parce que ça sert à rien, donc on éteint. Voilà. Et pénalement, ils ne risquent rien. Je pense que s'il y a une voiture de police, je me fais arrêter directement. C'est pas illégal. Qu'est-ce qu'on va me dire? Rien. Rien, c'est pas illégal, tu fais rien de mal. Tu fais quoi? Tu dégrades rien. Quelque chose en éteignant un interrupteur? Non, mais bon, ils vont se demander qu'est-ce que je fais. Ouais, t'éteins un interrupteur. Tu te fais pas arrêter chez toi quand t'es dans la lumière, tu sais. Non, mais là, je suis dehors, le mec, il me fait la courte échelle, j'éteins un truc. On a discuté avec la police. Hein. Donc vous avez le droit de faire ça? Il n'y a pas de loi sur ça. Voilà, Il y a rien ils d'illégal. n'ont pas de directive là-dessus, donc ils font rien, ils vous laissent faire. Il y a Lucie machin là. Éteindre un interrupteur n'est pas un délit. Vous avez moyen de l'éteindre? Quant au propriétaire de l'enseigne, il lui faudrait prouver le préjudice commercial. À entendre ces militants, le message commence à passer. Dans la rue principale de Brest, la plupart des commerçants éteignent spontanément leurs néons. Des néons, mais aussi des lampadaires, beaucoup de lampadaires. Plus de 9 millions plantés partout en France. 2% de notre consommation électrique, l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Et c'est encore pire vu du ciel. Voici la Terre en 1970. Et 40 ans plus tard. Et la France, patrie des Lumières, est l'une des plus gourmandes. Pour son éclairage public, un Français dépense 2 fois plus d'électricité qu'un Allemand. La lumière, c'est le progrès. Mais c'est aussi un gigantesque gaspillage. Alors Laurence Toubiana, vous avez vu cette bande d'activistes, entre guillemets, hein, rien de très violent. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le combat citoyen, par le combat citoyen qu'il faut commencer à préparer l'avenir de la planète? D'abord, ils sont sympathiques puisqu'ils le font de façon quand même très pacifique. C'est pas à moi de dire qu'il faudrait qu'ils le fassent ou pas, mais en tout cas, ce qu'il y a à la fois de sympathique et de sérieux, et de très sérieux dans leur démarche, c'est vouloir montrer ou démontrer quelque chose qu'on sait et qui finalement ne rentre pas dans les faits, ne rentre pas dans les pratiques. En éteignant les lumières, des lumières jugées inutiles, donc ça ouvre le débat sur qu'est-ce qui est utile ou qu'est-ce qui n'est pas. Et c'est intéressant de voir cette question du préjudice porté à ces enseignes. Je trouve qu'il pose très bien par l'action une question. Et je crois que dans la discussion de la protection de l'environnement et du développement durable, on voit bien que les actions citoyennes, que ça soit celle de la défense verbalement du sujet, des actions directes, ont de toute façon joué un rôle considérable dans la prise de conscience de la société. Et sur cette question des lumières, il y a eu plusieurs tentatives. L'idée d'avoir 1 heure sans lumière, d'éteindre toute la planète ensemble, les lumières électriques. On voit qu'il faut vraiment faire un progrès sur de quoi est-ce qu'on a besoin en matière de sécurité, de vie, de ces lumières dans la nuit. Et au fond, qu'est-ce qui est devenu simplement une pratique sans réflexion? Pourquoi est-ce que ça ne rentre pas dans les mœurs, d'après vous? Pourquoi est-ce que ce sont des choses qui ne sont pas automatiques aujourd'hui? Je crois que, au fond, parce que on a ce qu'on appelle il y a un joli mot en anglais qui est la dépendance du chemin. C'est l'inertie. On a fait comme ça. On a l'habitude d'avoir ces enseignes considérables. Il faut mettre de la lumière et au fond on réfléchit plus sur est-ce qu'on en avait vraiment besoin, le coût d'opportunité de cet éclairage, y compris pour soi-même. Et je crois que ce geste est intéressant parce qu'il fait réfléchir. Et c'est très intéressant l'idée à la fois du vide juridique. Personne ne peut les punir de cela. Et qu'en même temps, du coup, les commerçants doivent prouver que c'était vraiment utile. Et je trouve que c'est une très jolie démonstration. Alors on va
revenir sur l'un des événements qui a marqué la quinzaine qui vient de s'écouler, les Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver. Mais nous n'allons pas faire le bilan sportif, vous vous en doutez bien. On va plutôt faire le bilan écologique de ce qu'on peut appeler la grande fête du sport. Alors direction tout de suite Vancouver, on va retrouver Catherine François. Catherine, bonjour. Dès le début, les organisateurs ont présenté les Jeux de Vancouver comme des jeux durables et recyclables. Est-ce qu'on peut dire que le pari a été tenu ? Je pense que oui, David, on peut le dire. Effectivement, la durabilité a été le mot-clé au cœur de cette aventure olympique ici à Vancouver. Alors, l'idée était simple, c'était de s'assurer que ces Jeux olympiques allaient laisser un héritage permanent aux habitants de la ville ici. Et sur ce principe, donc, on a recyclé un petit peu toutes les installations sportives qu'il y avait dans la ville. Alors, je pense au BC Stadium, par exemple, juste ici derrière moi, où on a tenu les cérémonies d'ouverture et on tient celle de fermeture également, des patinoires un petit peu partout dans la ville pour les autres compétitions. Il a fallu par contre, David, construire des installations olympiques. Alors je pense par exemple à l'anneau ovale de Richmond, donc, qui est au sud de Vancouver, en banlieue. Cet anneau-là, une fois que les athlètes seront partis, va devenir un centre multisport où monsieur et madame tout le monde vont pouvoir aller pratiquer, jouer au badminton, jouer au volleyball, jouer au basket, au football, etc. Alors, détail important, Catherine, les médailles elles-mêmes ont reçu le label développement durable. Effectivement, ces médailles d'or, d'argent et de bronze, qui ont été faites d'ailleurs par des artistes autochtones, elles ont été fabriquées à partir de métaux issus d'appareils électriques et notamment dans des cartes de circuit imprimées. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du site de Whistler, où ont eu lieu les épreuves de ski alpin. Ce site-là a quand même concentré les critiques des écologistes. C'est un petit peu à Whistler, effectivement, que ces critiques se sont concentrées. Les écologistes disent que plus de 90 000 arbres ont été abattus pour pouvoir construire ces sites de compétition. Et ici, les organisateurs disent qu'effectivement, ils ont dû abattre des arbres, ils ont essayé d'en abattre le moins possible, et que ces arbres, quand ils ont été abattus, ont été recyclés en déchets organiques qui ont été dispersés sur les sites même de la compétition en tant que telle, donc pour que la nature puisse reprendre ses droits. Merci beaucoup, Catherine François. Depuis Vancouver, Laurence Toubiana, vous pensez-vous que les Jeux Olympiques ou tout autre grand événement sportif a un devoir d'exemplarité en termes de développement durable ? Oui, et ce qui est très positif, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui de grandes manifestations sportives, comme de grandes manifestations médiatiques d'ailleurs, qui n'essaient pas de répondre à cette question, comment se justifier sur le plan de l'environnement et du développement durable. Donc ça, l'aspect éducatif, prise en compte, tout le monde commence à se poser la question des tonnes de carbone qu'on peut éviter ou qu'il va falloir réparer. Donc ça, c'est tout à fait positif. Après, la question qui est intéressante, c'est que à quel avenir sont promus ces sports ? Et est-ce que vraiment, et on le voit aujourd'hui en France, mais dans beaucoup d'autres pays, alors que le réchauffement climatique, effectivement, fait remonter les pistes de ski bien au-delà de ce qui était l'habitude, est-ce qu'on va mettre de la neige artificielle pour garder quand même des pistes de ski dans des endroits où il n'y a plus de neige, soit parce que les glaciers ont vraiment reculé, soit parce que de toute façon le réchauffement climatique a agi. Et là, il y a vraiment une question de réorientation des loisirs. Sinon, on ne va pas produire de l'énergie, consommer de l'énergie pour faire de la neige. Bon, là, c'est un événement exceptionnel, bien sûr, mais ça pose la question de ces types de sports, de cette mode d'utilisation de la nature qui va forcément devoir évoluer. Dans Coup de pouce pour la planète, il y a aussi des coups de gueule. Et cette semaine, c'est Guillaume Villadier qui a décidé de l'ouvrir. Ça cible les opérateurs de téléphonie mobile qui camouflent leurs antennes relais d'une drôle de façon. Fleurir les villes, planter des arbres, c'est bien. Mais de là à nous faire passer des antennes téléphoniques pour des réservoirs à chlorophylle, faudrait pas pousser. Prenez ce petit coin de banlieue parisienne. Ici, quand on vous parle de forêt, c'est plus pour évoquer la batterie de pylônes électriques qui bordent la voie ferrée que les sous-bois verdoyants d'une futaie centenaire. Le désert, pas un centimètre carré de verdure. Sauf ce beau pin là-bas au bout de la passerelle. Enfin, beau pin, c'est vite dit. Vissé, cadenassé, engrillagé, surveillé. Il a une drôle de tête, le conifère, et pour cause, ce n'est pas un arbre. Résineux en résine composite, aiguille en plastique, c'est un relais téléphonique. Camoufler de vraies antennes dans de faux arbres, en Europe, le phénomène est assez récent. Mais aux États-Unis, il y en a partout. Sur le bord des autoroutes,
Dans les parcs nationaux, des cactus, des palmiers, des sapins. Sur Internet, des petits malins s'amusent même à les recenser. Les opérateurs téléphoniques sont très fiers de leur trouvaille. Un arbre, même en toc, disent-ils, c'est toujours moins moche qu'une tour en acier. Soit. Mais sous ce bel alibi écologique, les industriels n'auraient-ils pas surtout trouvé une façon de faire avaler plus facilement la pilule aux riverains? Même peinte en verte, ces antennes inquiètent. On ne connaît toujours pas l'effet de leur champ électromagnétique sur la santé. D'ailleurs, il est souvent conseillé de ne pas trop s'en approcher. Alors quitte à s'en méfier, autant les voir de loin, sans déguisement. Cela nous évitera à l'avenir de devoir nous promener dans des forêts d'antennes radio, de relais Wi-Fi et autres émetteurs télé, des forêts tout en plastique. Laurence Toudialina, vous saviez ça que... Pas du tout. Pas du tout. Vous le découvrez en même temps que nous? Je découvre absolument, je trouve ça lugubre absolument. Je crois qu'évidemment il vaut mieux voir les antennes, si on a besoin de cela dans notre modernité, autant les regarder, et puis plutôt faire un travail esthétique sur ce matériel industriel plutôt que de le cacher dans des faux arbres en plastique. C'est affreux. Vous parleriez de cynisme dans ce cas-là? Oh, il y en a une partie, bien sûr, oui. Enfin, c'est pas très simple pour ceux qui installent les antennes, parce qu'on a tous débat sur leur dangerosité potentielle. Mais de là à les planquer dans des... Non, ça c'est vraiment particulièrement lugubre. On a parlé d'échecs à Copenhague. Le calendrier aujourd'hui de ces négociations planétaires pour le développement durable, pour l'avenir de la planète, c'est quoi? On en est où? Alors, les négociations reprennent, lentement. Je pense que tout le monde a eu évidemment du mal à se repositionner par rapport à un processus qui a été difficile, chaotique, pour obtenir à l'arraché à la fin cet accord de Copenhague. Donc il faut maintenant savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire on le traduit dans des textes plus légaux, disons, on le remet dans la négociation traditionnelle. Ça, c'est une voie qui va démarrer à partir d'avril à Bonn jusqu'à Cancun. Il y a aussi d'autres choses intéressante d'ailleurs en parallèle de cette négociation. D'abord des rencontres informelles, on en a une au tout début de la semaine au Japon entre négociateurs et on va voir un peu la température des uns et des autres. Est-ce que ça avance réellement? Copenhague marque quand même c'est pas la grande avancée que nous attendions, mais elle marque une avancée qu'il faut reconnaître qu'elle est très importante, c'est que tous les grands pays émergents ont accepté de lancer des politiques climatiques chez eux. Et je dirais, commence à y croire de plus en plus, qu'on peut avoir de la croissance économique. Et en ce sens, Copenhague a été une avancée. Voilà, c'est une étape tout à fait importante. Allez, dans Coup de pouce pour la planète, il y a aussi la rubrique éco-gestes, ces petits comportements qui font avancer la cause du développement durable. Le tout nous est expliqué en images par nos confrères de Télé-Québec. Dans les années 80, un chercheur de la NASA a réussi à démontrer le pouvoir filtrant des plantes. Une découverte à cultiver pour vous aider à assainir votre maison. Au palmarès des plantes filtrantes faciles à entretenir, le palmier d'Arec est le plus efficace pour éliminer les composés organiques volatiles, tels le xylène et le toluène. Le caoutchouc, avec ses feuilles grasses, se charge de vous débarrasser du formaldéhyde, alors que le lys de la paix absorbe plus de 5 types de contaminants, dont le benzène. La fougère est sans doute la plus efficace dans la filtration des polluants, mais sa culture est beaucoup plus exigeante. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les plantes sont efficaces pour nettoyer l'air, mais à différents degrés et pour différents contaminants. Il y a un mythe bien enraciné qui proscrit les plantes dans les chambres à coucher, mais sachez qu'elles ne généreront jamais assez de CO2 pour vous incommoder. Et n'oubliez pas que vos éco-gestes nous intéressent. Vous nous racontez ce que vous faites pour préserver la planète sur www.tv5monde.com/c2p. Et c'est maintenant l'heure du feuilleton de Coup de pouce pour la planète, épisode numéro 3 du reportage de la RTBF, du blé dans le désert. La semaine dernière, nous avons vu comment les méthodes des Touaregs intéressent les investisseurs. Eh bien, vous allez le voir, faire pousser du blé en milieu aride, ça peut aussi avoir des retombées sur l'économie locale. En faire 3 fois plus. En tout cas, la coopération belge y croit à ce potentiel. Elle a décidé d'investir dans le blé du désert. Et donc l'idée un peu, c'est de travailler sur l'ensemble de la filière. Donc c'est pas tout de produire le blé, il faut également pouvoir le vendre tel quel ou même le transformer. Le projet Alcaman en est qu'à ses tout débuts. Pour cette campagne, Mathias se contente d'observer. Il y a 15 jours à peine qu'il a réuni tous les acteurs de la filière pour un premier contact.
Vraiment, le projet belge, vraiment, nous sommes vraiment très heureux de ce projet parce qu'il y a déjà 3 ans que le projet est attendu. Et nous savons que la Belgique aussi, c'est un pays vraiment qui respecte vraiment ses engagements. Et nous avons été aussi très sensibles du fait que vraiment on s'occupe vraiment de cette spéculation qui a vraiment besoin d'appui exceptionnel. Et quand le projet belge est venu, nous avons fait vraiment l'autre jour l'atelier de démarrage du projet. Vraiment, nous avons su que vraiment ce projet va appuyer les périmètres villageois. L'argent est là, les compétences techniques sont là, la terre est là, la main-d'œuvre est là. Nous espérons que vraiment ça va faire un grand pas. Il y a le potentiel. Ce qu'on a vu cette année déjà, nous sommes à 2200 hectares de réalisés sur 2800 prévus. Donc, et le potentiel encore, ça peut valoir le triple de ça. Donc on peut aller plus loin que ça. Dans l'alimentation du Tomboktien, le blé occupe une grande place. Est-ce que vous voyez? Bon, nous mangeons presque comme les Marocains, les Algériens et tout ça, parce que on est vraiment étroitement liés à ces gens. Les Marocains sont venus à Tombouctou à partir de 1591. Il y avait le blé. Mais ce qu'il faut reconnaître sont les Marocains qui ont appris aux Tombouctiens comment fabriquer plusieurs mets avec le blé. Que ce soit le couscous, que ce soit les beignets, que ce soit les galettes, que ce soit les gâteaux, et une multitude de mets, de telle sorte que, Diré, Gundam produisent le blé, mais la grande consommation, c'est Tombouctou. Toukassou, c'est de la pâte de blé qu'on cuit dans la sauce. Vraiment, c'est un plat de grand jour. Et lors des mariages, des cérémonies de baptême, de circoncision, disons, un repas de fête, quoi. Du blé dans le désert, reportage signé Patrick Delamal et Jacques Dauchamp, 4e et dernier épisode la semaine prochaine. Laurence Toubiana, on a l'impression que les racines du développement durable sont déjà dans l'histoire quand on regarde ces images. Oui, c'est vrai. D'abord, c'est une belle histoire. Ils ont trouvé de l'eau, ils développent une culture. Le blé dur, c'est vraiment important dans la région, c'est vrai. Et donc, c'est adapté à leur consommation alimentaire à eux. Donc, c'est très bien. Il faut espérer que ça va marcher. Ça a l'air, en tout cas. Approvisionner le marché local, c'est tout à fait important, surtout dans des régions qui sont quand même éloignées du point de vue du transport. Et on voit que la sécurité alimentaire, elle dépend vraiment de la capacité des gens à produire, très largement. Et donc, certaines autarcies. Bravo. Voilà. En tout cas, une partie, oui, certainement. Et je pense que Tombouctou a besoin aussi d'approvisionnement extérieur, mais c'est tout à fait important qu'il y ait cette production locale. C'est vraiment une belle histoire. Alors, je vous propose un petit éclat de rire maintenant avec une séquence récurrente de l'émission, une séquence coup d'œil, une façon d'aborder de façon un peu légère un problème assez grave. On regarde. Voilà une vidéo réalisée sous le patronage de Climate Action et de l'Union européenne. Nous arrivons à la fin de cette émission, Laurence Toubiana. Alors vous avez 40 secondes pour nous donner votre coup de pouce pour la planète. Attention, c'est chronométré, top chrono. J'ai un message. Aujourd'hui, dans la presse, partout dans le monde, on commence à dire on nous a menti pour le climat. Ça m'inquiète. Non pas parce qu'il ne faut pas avoir une controverse scientifique et débattre des arguments scientifiques, parce que c'est la meilleure manière de décourager tous les efforts qui ont été conduits jusque-là. Alors mon message, c'est soyons sérieux. Il faut vraiment changer de modèle de croissance, il faut changer de modèle de développement et pas s'embarquer dans des querelles stériles.
Laurence Toubiana, merci d'avoir été sur le plateau de Coup de pouce pour la planète. Un coup d'œil avant de se quitter sur cette revue. Courrier de la planète, c'est une revue que vous avez fondée en 1991. Prochain numéro, parce que ça c'est le numéro de décembre, ce sera sur la sécurité alimentaire, Voilà. c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Je vous dis merci. Au revoir à toutes et à tous. N'oubliez pas, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos éco-gestes nous intéressent. Vous nous en dites plus sur notre site, l'adresse www.tv5monde.com/c2p. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté sur Facebook. À la semaine prochaine, notre invité sera Jacques Bonjao, ingénieur informatique qui tente d'imposer la télémédecine. À bientôt sur la chaîne francophone.